l'innovation en matière d'assurance emprunteur. Depuis 1 an, 2 ans, il s'est passé, comme vous le savez, beaucoup de choses sur le marché de l'assurance et de l'assurance emprunteur en particulier, notamment liées à la réglementation. On reviendra sans doute dessus au cours des présentations de nos invités. Mais la réglementation, si je vous dis DDA, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous, etc., etc. Donc, il fallait introduire de l'innovation dans le cadre des processus liés au respect de la réglementation. Et puis, autres innovations qui ont été très nombreuses au cours de ces dernières années, et plus particulièrement de ces derniers mois, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies, avec les outils digitaux au service à la fois du client final, mais bien entendu du distributeur, que sont les IOB SP. Alors, thématique de cette table ronde, hein, c'est effectivement le rôle des compagnies et des courtiers grossistes pour accompagner donc les distributeurs. Et on a la chance donc d'avoir 7 intervenants qui sont réunis pour répondre à toutes nos questions. Une seule femme. On va commencer par elle. Voilà, Gaëlle Revenu-Pruner de chez Utwin, Emmanuel Provost à Fiesca, Rénal Delair, MetLife, Jean-Hubert Banvart d'April, Vincent Bord, Simulassure by Eloïs, Nicolas Coran, Assurea et Christophe Sed de Digital Insure. Alors, on va commencer cette table ronde avec donc une première question, finalement. Quelle est, pour vous, qui êtes compagnie ou qui êtes courtier grossiste, quelle est pour vous la perception du marché et comment au quotidien vous accompagnez ces évolutions? Qui veut peut-être commencer à s'exprimer? Est-ce qu'on laisse l'honneur à Gaëlle ou comme vous le souhaitez? Je ne vais pas faire toutes les réponses. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, je suis chez Utwin Assurance en charge du marketing et de l'expérience client. Donc la perception du marché sur l'assurance emprunteur, c'est effectivement un marché qui a énormément changé sur ces dernières années. Il a changé déjà par le nombre d'acteurs et la typologie des acteurs. Il a également changé parce qu'il y a une multiplicité d'offres qui sont apparues sur le marché. Je crois qu'aujourd'hui, on dénombre à peu près 160 offres. Et puis c'est un marché qui a aussi beaucoup évolué de par la réglementation. Alors à la fois la réglementation au niveau des banques qui va dans le sens du consommateur pour ouvrir le marché, même si les résultats ne sont pas forcément à la hauteur de ce que tout le monde espérait, mais le marché est encore très large en assurance emprunteur. Et puis la réglementation liée à la DDA. Donc voilà ce que je peux dire sur les tendances du marché. Après, sur l'accompagnement qu'on va avoir chez Utwin, mais je pense qu'il y a aussi une tendance du marché, c'est comment on aide les courtiers en assurance ou courtiers en crédit, finalement à s'y retrouver au milieu de toutes ces offres. Donc comment est-ce qu'on arrive à la fois à simplifier le choix et à donner les moyens d'avoir un devoir de conseil qui soit complet, objectif, transparent au travers de nos outils. Merci Gaëlle. Christophe, peut-être? Oui, bonjour, Christophe Sed de Digital Insure. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Le crédit et les distributeurs de crédit sont en évolution. L'assurance se colle aujourd'hui de plus en plus à des crédits au travers de la réglementation sur l'équivalence de garantie. Donc on doit aussi coller auprès des banques sur ces sujets. Je retiendrai principalement ces 2 dernières années la renégociation d'assurance qui de plus en plus prend sa place. Et avec là aussi des respects par rapport au contrat qu'on peut avoir en face et qui est en général le contrat groupe. Donc il y a beaucoup de choses à gérer au niveau réglementation. Et puis qui dit réglementation, parce que mon nom et le nom de mon entreprise Digital Insure le démontre aussi un petit peu, c'est comment on va aussi dans un parcours digital pouvoir encadrer tous ces sujets. Merci Christophe. Vincent? Bonjour à tous, donc Vincent, Simulassure. Donc à chaque fois, on va essayer de compléter ce qui a été déjà dit parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Donc une des évolutions aussi du marché, c'est l'arrivée des comparateurs. Pour exemple, Simulassure by Eloïs, on était courtier grossiste où chaque courtier utilisait un produit par rapport à telle ou telle cible.
Et en discutant avec les courtiers, on s'est rendu compte que le temps qu'ils avaient pour consacrer à l'assurance de prêt se réduisait parce que les négociations étaient de plus en plus compliquées avec les courtiers en prêt, enfin avec les banques. Et donc le comparateur, dans ce cadre-là, s'inscrit dans une évolution du marché. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus de comparateurs. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés aussi sur ces dernières années et je pense que ça va continuer à se développer. Peut-être le point de vue de Reynald en tant que compagnie d'assurance MetLife. Donc, en effet, pour MetLife, le constat il est un peu identique. Depuis quelques années, donc, le marché de l'emprunteur a beaucoup bougé, évolué, alors qu'il avait été d'une stabilité remarquable pendant une quinzaine d'années. Et c'est justement parce que ce marché bouge qu'il faut aussi, en tant que compagnie, savoir qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on fait et où on va. Et c'est vrai, ce marché s'est diversifié et c'est pour ça que nous, en parallèle, on a voulu réaffirmer des valeurs fortes que sont la proximité. Et cette proximité, elle se marque bien évidemment par l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de digital chez MetLife, bien évidemment, mais je pense qu'il faut surtout éviter d'opposer les deux. Donc, et je pense que les deux choses peuvent se coordonner très très bien. C'est notre cas avec nos 40 inspecteurs sur le terrain qui ont aussi des outils digitaux à disposition. Mais d'abord, la valeur humaine. Elle est d'autant plus importante qu'on est sur un marché, certains intervenants le disaient, où c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, qui mieux qu'un professionnel de l'assurance et un inspecteur d'assurance peut aussi expliquer, diriger, accompagner les courtiers dans leur choix. Et quand je disais aussi, il faut savoir ce que l'on est, où on va. On n'est pas censé non plus, embrasser l'ensemble des activités de l'emprunteur. Et nous, dans le cas de MetLife, on a fait aussi un choix très clair, très net, de s'investir, de se développer sur notre marché historique, qui est le hors norme, où là, il y a beaucoup moins de monde et on peut faire des choses tout à fait intéressantes, être dans un vrai rôle d'accompagnement, de respecter la législation et de permettre aussi à nos courtiers de gagner remarquablement leur vie, peut-être plus facilement qu'en vendant simplement du jeune emprunteur. Merci Reynald. Nicolas, Assuréa. Oui, merci. Donc Nicolas Coran pour Assuréa Distribution. Donc effectivement, ce marché, on l'a vu évoluer depuis 2010, notamment avec la loi Lagarde, qui a apporté donc une liberté de choix à la souscription pour l'emprunteur. Et au fur et à mesure du temps, sont arrivés la loi Hamon et puis l'amendement Bourquin. C'est un marché qui, depuis, s'est fortement développé. En tout cas, il y a beaucoup plus d'acteurs qu'auparavant. Moi, je suis dans l'assurance emprunteur depuis 2006. Donc, j'ai pu voir évoluer tous ces confrères qui sont arrivés et ces courtiers grossistes aussi. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a du digital. C'est ce qu'on apporte aujourd'hui à nos partenaires, avec une souscription dématérialisée qui permet aux courtiers entre guillemets, de se décharger de la partie souscription. Donc c'est un gain de temps, c'est dans l'air du temps aussi. Les clients veulent toujours aller au plus rapide, au plus vite. Donc on développe avec nos partenaires assureurs et notre centre de gestion le digital sur l'ensemble de nos offres, on espère l'année prochaine. Mais après, effectivement, le côté humain reste primordial. Donc ce qu'on apporte aussi en termes d'innovation, c'est du service. Aujourd'hui, il est important d'aller à la rencontre de nos partenaires et de leur proposer différentes solutions, notamment des services. Chez nous, chez Assuréa, on propose de la multi-étude pour le hors norme qui permet de comparer sur plusieurs compagnies avec un seul et même dossier, plusieurs porteurs de risques qui va faire gagner du temps aux courtiers, aux partenaires. Voilà, donc aujourd'hui, les banques détiennent quand même toujours la majorité du marché. Et nous, on est aujourd'hui beaucoup plus d'acteurs qu'auparavant. Donc on essaie d'apporter toujours plus de services aux courtiers et puis de se développer de cette manière-là, tout en gardant de l'humain malgré tout dans nos relations avec nos partenaires. Merci Nicolas. Emmanuel, AFI. Oui, bonjour. Emmanuel Provost, AFI SK. Alors, moi, je vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que nous, c'est exactement pareil. On est une compagnie avec des inspecteurs, avec de la proximité, avec du digital, avec tout ça. On y reviendra peut-être après. Non, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que vous êtes une population de courtiers
Et ce qui vous intéresse, vous, aujourd'hui, c'est de simplifier la vie de vos clients. Parce que moi, quand j'ai commencé l'assurance de prêt en 2000, c'était pas le bordel du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en faisait pas. C'est-à-dire que les banques squattaient allègrement le marché et laissaient absolument pas la porte ouverte. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Le législateur a voté. Le législateur a dit on va protéger le citoyen. C'est magnifique. Hein. Protégeons le citoyen. Alors, la conclusion, c'est qu'on est passé de la double feuille polycarbonée à 15 feuillets à lire maintenant et à imprimer. Donc, c'est génial. Alors, moi, je pense que ce qui a changé, c'est que ce que nous devons changer, nous, c'est vis-à-vis de vous, on doit absolument vous simplifier la tâche. On doit absolument faire en sorte que votre client en face de vous, il se dise pas, j'en suis à mon 4e courtier, ma 5e banque, je comprends rien du tout. Et en plus, je lis Internet, je lis la presse, je regarde la télé, il y a des pubs sur l'assurance de prêt, la loi Montbourquin, je comprends rien. Donc notre rôle à nous, compagnie, courtier, tous ensemble, là, c'est d'essayer de vous simplifier la vie, pas essayer de vous l'embrouiller, parce que le législateur l'a fait pour nous. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour la première question. Merci Emmanuel. Jean-Hubert. Bonjour, Jean-Hubert Banvard d'April. Sur l'évolution du marché de l'emprunteur et la stratégie d'April en quelques mots, on a essayé je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce qu'on a décidé de faire en fait depuis 1 an, c'est de changer assez radicalement la stratégie que nous avions, qui était en fait de faire des offres plutôt sur des niches, la digitaliser évidemment pour que vous puissiez gagner du temps et être plus au contact de votre client. Aujourd'hui, en fait, le hasard fait bien les choses. Nous sortons en fait la première brique qui est en fait la marketplace dont vous avez entendu parler, je pense, dans les médias depuis le salon du courtage. C'est un écosystème en fait qui sort. Ça veut dire que, évidemment, au-delà de la partie comparaison, où je suis d'accord avec ce que mes camarades de jeu ont dit, parce qu'il y a beaucoup d'offres. Au-delà de la comparaison, notre métier en fait devient maintenant en fait celui d'intégrer en fait ces offres-là dans un parcours complètement unifié avec la digitalisation en fait de l'ensemble des étapes de sélection médicale, quelles que soient en fait les offres pour lesquelles en fait vous pouvez travailler. Pour les courtiers en crédit, ce qui est intéressant en fait, c'est de mettre à votre disposition en fait de nouveaux algorithmes de calcul pour que vous puissiez voir à quel moment l'offre est la plus pertinente par rapport à la durée de prêt que votre client a en face de vous. Donc on a beaucoup insisté sur la façon de vous mettre à disposition en fait des outils métiers. Et puis enfin, parce que ça a été dit, hein, notre métier est un métier fortement réglementé. La position d'April là-dessus, c'est que nous avons intégré dans tout le parcours un recueil des besoins qui est labellisé, qui est structuré pour vous, ce qui fait que globalement, quand vous travaillez en fait dans l'écosystème April, vous travaillez en fait en toute confiance par rapport aux obligations qui pèsent sur vos métiers. Et le digital, c'est aussi vous rendre la vie plus facile. Très bien, merci, merci à tous. Merci Jean-Hubert pour cette intervention. Une question, on parle beaucoup de DDA, hein, forcément, quand on traite le sujet assurance. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous réexpliquer, en quelques mots, hein, sans disséquer toute la réglementation, mais quel a été l'impact de la DDA en termes de documents, de politique documentaire à destination du client souscripteur? En quelques mots. Je commence et je vous passe le micro. Alors en quelques mots, c'est ça ce qui est dur. En quelques mots, nous on a essayé de transformer une contrainte réglementaire au niveau du métier, comment en fait le courtier doit mieux créer de la valeur dans le conseil à son client en lui faisant bien toucher du doigt les points discriminants en fait dans l'offre, les points discriminants dans les garanties par rapport en fait aux besoins que le client doit exprimer mieux qu'avant, nous semble-t-il. Et ça veut dire que la documentation qui est derrière, la capacité en fait de bien formaliser, il faut le faire passer en fait d'une étape où c'était vu comme une obligation réglementaire à, de notre point de vue, c'est ce que je vous disais en fait il y a 1 minute, à un moment donné d'échange où en fait le courtier devient un nouveau tiers de confiance, réellement au sens de son métier d'assureur. Ça veut dire qu'il faut que le client sache ce qu'il achète, pourquoi il l'achète, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans, et pourquoi de temps en temps, au-delà des comparateurs où on en parle beaucoup, pourquoi de temps en temps, à quelques euros près, finalement en fait un détail de garantie peut faire en fait la différence, parce que l'assurance on l'achète évidemment pour ne jamais s'en servir, mais il faut quand même penser qu'à un moment donné
on peut avoir besoin et il faut que ce soit fait d'une transparence absolue. Voilà en fait notre positionnement en simplifiant l'ensemble des documents. Sinon, je crois que ça pouvait faire quand même globalement en fait pour un dossier assuré de 2 têtes, peut-être jusqu'à 34 documents différents si on ne le rationalisait pas. Voilà. Quelqu'un d'autre sur le sujet DDA? Sur le sujet des DA, là aussi, de l'art de compliquer les choses, je pense que malgré tout, la DDA est une chose très très bonne pour vous, courtier, même si vous subissez aujourd'hui des formations de 15 heures, des choses comme ça. Je pense que de plus en plus, le courtier en assurance, alors je parle du courtier en assurance, vous êtes courtier en crédit, mais si vous distribuez de l'assurance de prêt, vous êtes aussi courtier en assurance. Donc le courtier en assurance, lui, devient absolument spécialiste et ça, c'est pas mal du tout, y compris au regard de certains conseillers bancaires qui, eux, le sont beaucoup moins que vous. Donc ça, c'est vraiment important de le dire, vous devenez des vrais spécialistes de cette assurance-là. Et si on prend des parts de marché plus tard, c'est parce que vous serez devenus des vrais spécialistes et qu'on ne pourra pas envoyer vos clients ailleurs. Je ferme la parenthèse. La DDA, nous, on a dans ce que je disais en première partie, on a décidé de s'en occuper pour vous. C'est-à-dire dans le parcours digital, de A à Z, il est DDA compatible. C'est-à-dire que si vous souscrivez une assurance de prêt à Fiesca, vous cliquez sur Enter à la fin et vous remplissez votre devoir DDA, on va dire. Voilà, en ce qui concerne notamment les documents, et Jean-Hubert le disait très bien, il y a une trentaine de documents. Si vous vous amusez à les éplucher tous ou à les expliquer tous à votre client, vous ne s'en sortez pas. Donc on simplifie ça et notre rôle, c'est de vous simplifier ça et que ce soit vraiment écrit et signé par le client, voilà, électroniquement. Quelqu'un d'autre sur le sujet DDA? Oui, juste pour compléter, donc effectivement, on accompagne aussi nos partenaires dans des formations bien précises et pertinentes sur nos offres, sur nos produits, pour qu'ils puissent donner un avis avisé à leurs clients, hein, parce que c'est important de bien respecter, effectivement, dans le devoir de conseil, les garanties, de bien expliquer les garanties, le terme des garanties, etc. Et puis c'est vrai qu'avec chez Assuréa Distribution, avec notre offre comparative, on permet aussi aux courtiers de pouvoir proposer une offre pertinente et qui correspond aux besoins de ou des assurés. Parce qu'entre 2 assurés, vous pouvez avoir une tarification différente en fonction du profil fumeur, non fumeur. Et donc voilà, on se différencie aussi de certains de nos confrères par la comparaison et donc la meilleure offre proposée éventuellement aux clients. Alors nous chez Utwin, la DDA, on l'a vu vraiment comme une opportunité finalement d'améliorer le conseil aux clients. Et puis le digital, c'est vraiment le moyen pour le coup de complètement simplifier ce conseil. Donc c'est vrai que dans nos outils, on a vraiment tout intégré à la fois pour bien spécifier quel était votre conseil et vous avez possibilité de bouger les garanties, etc. Quel était le choix du client et tout est construit autour de cette articulation. Et derrière, avec le digital, vous avez effectivement tous les documents qui vont restipuler vraiment le conseil que vous avez apporté, le choix du client. Tout est automatisé, signé, archivé dans vos espaces, dans celui du client. Donc c'est vrai que certes c'est une contrainte, mais qui avec le digital peut vraiment être transformée en opportunité pour que le client soit vraiment au courant des garanties que vous lui proposez. Oui, la DDA, c'est en effet la réglementation et le devoir de conseil. Ça veut dire que pour vous, courtier, il y a tout un parcours en effet à respecter. Et pour reprendre ce qu'ont dit mes confrères, serait de mettre en effet à disposition et au travers des parcours digitaux aujourd'hui, on peut le faire beaucoup plus facilement pour vous les courtiers, de vraiment baliser les choses pour que vous puissiez être à la fin sûr qu'au travers du respect de la réglementation par vous-même et par les outils que vous utilisez, que votre client va repartir avec quelque chose qu'il a voulu signer. Je dirais que pour vous les courtiers, il est aussi important de penser, parce qu'un courtier ne travaille pas forcément tout seul, il peut aussi travailler avec des mandataires, avec des équipes, et les parcours digitaux qui respectent la DDA et la réglementation sont aussi une garantie pour le courtier et le chef d'entreprise que vous êtes, dans ce cas du devoir de conseil accompli,
dans le cadre des ventes de vos équipes. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur ce sujet, bien sûr. Merci. Alors, chez Metlac, notre contribution à la DDA, puisque c'est la loi, donc on peut la regretter, on peut s'en émouvoir, mais bon, voilà, elle s'applique et donc il faut essayer de s'en accommoder au mieux. Et nous, en tant que compagnie, le prisme ou le choix qu'on a fait, c'est d'être le plus présent possible avec nos partenaires, nos 6000 courtiers qui nous font confiance. C'est de les accompagner, c'est de les former. Donc on a mis en place des formations pour essayer de rendre ces sujets un peu moins fermés. Et donc on les forme, on les accompagne et je pense que c'est une contribution au-delà d'avoir un produit, bien évidemment, qui soit DDA compatible. Bon, quand on travaille sur de hors normes, c'est vrai que la concurrence est un peu moins grande, donc le produit il a une légitimité, mais c'est vrai, il faut satisfaire à toutes ces obligations légales et donc l'idée c'est de donner donc à nos partenaires les supports, les moyens, les réflexions, les informations utiles pour qu'ils soient complètement en adéquation avec cette DDA puisque c'est eux qui doivent être totalement en phase et répondre donc de la DDA par rapport à leur travail de courtier. Vincent, pour conclure sur la DDA. Oui, rapidement. Donc, on parle tous de digitalisation. Je pense qu'on a tous pris le pli pour ce qui est de la digitalisation des offres. Sur l'offre Simulassure, justement sur le comparateur, parce que la digitalisation, c'est souvent au moment où on a fait souscrire la demande d'adhésion. L'idée de l'outil, c'est aussi de vous aider par rapport à des particularités des contrats, savoir que j'ai telle typologie de client, je vais l'envoyer sur tel contrat. Donc aujourd'hui, sur Simulassure, on a cette possibilité par rapport à telle ou telle particularité d'aiguiller le client sur un contrat. Donc là-dessus, on vous aide. On parle aussi de digitalisation. Je pense que vous avez tous des clients, soit parce qu'ils n'ont pas d'appétence à l'informatique, soit parce qu'ils sont parfois un peu plus âgés, qui font aussi du papier. Parce qu'en fait, on parle tous de digitalisation, mais on oublie un peu les clients qui ne sont pas, font pas de souscription électronique. Et là-dessus, j'ai envie de rejoindre pour le coup ce que disait Reynald. Donc aujourd'hui, on a 17 commerciaux sur le terrain. On n'est pas là que pour venir vous voir et vous expliquer nos nouveautés, vous aider à vous développer. On est aussi là pour vous accompagner juridiquement. Donc c'est un choix stratégique de vouloir être très présent sur le terrain. J'ai envie de dire que dès que vous avez des questions d'ordre juridique et qu'on sort un peu digital qui encadre le client dans sa souscription, on est là pour vous aider. Voilà. Merci. Donc on le voit, un point commun de chacun de nos invités, c'est évidemment d'accompagner ses partenaires dans le parcours assurance emprunteur. Moi, j'aurais une dernière question peut-être avant de laisser la parole au public. C'est une question peut-être un peu polémique, donc vous allez m'excuser à l'avance. Mais on a eu Lagarde, Hamon, Bourquin, et pour autant, l'assurance emprunteur en délégation a du mal à décoller. Alors, voilà. Est-ce que quelqu'un peut apporter quelques éléments de réponse? C'est polémique, je sais, mais on est là pour ça. Non, il a du mal à décoller, voire même les derniers chiffres montrent une certaine régression même du taux de délégation. Donc, je ne sais pas si c'est polémique. Moi, je pense que nos amis banquiers sont de redoutables négociateurs et partenaires, et je pense qu'ils sont très, très solidaires et qu'ils sont aussi dans les instances où il faut être, et peut-être que nous, assureurs, on est peut-être moins performants de ce côté, en côté lobbying des choses. Donc évidemment, vous êtes tous ici logiquement courtiers en crédit, donc il est compliqué pour vous de faire de la loi Hamon ou de la loi Bourquin sur des dossiers que vous avez vous-même financés pour des raisons évidentes de convention. Moi, le seul message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que vous avez fait des financements, mais il y a aussi des clients pour X, Y raison qui sont allés voir leur banque en direct et qui ont fait le financement. Est-ce qu'il serait peut-être utile de retravailler sur ce portefeuille? Je sais que nous, on a mis en place des mailings avec des systèmes de saisie où le client en fait saisit ses infos, le devis arrive directement sur votre espace, et donc de retravailler sur des clients que vous n'auriez pas financés. Vous allez créer du lien avec ce client parce qu'il va être dans votre portefeuille, et derrière, si le client vous rappelle 2-3 ans après pour résilier son contrat parce qu'il fait un nouvel achat ou peu importe, vous allez être à la source de l'information et peut-être refaire le crédit derrière. Voilà, donc je ne dirais pas de vous mettre à dos des banques parce que sinon vous perdez vos conventions, mais soyons malins et essayons d'un petit peu de contourner la chose, et on peut peut-être faire de cette manière, en faire un peu plus en tout cas. Je dirais que oui, je suis d'accord avec le terme qui dit que les banquiers sont redoutables. Néanmoins, je retiens qu'entre un courtier de crédit et un banquier, il y a le mot partenariat. Et je pense que chacun doit aussi être responsable et faire jouer ses avantages.
On parle pas de grande distribution aujourd'hui si on se compare au contrat groupe. On a encore de nombreuses marges de progrès à faire tous et le marché est vraiment ouvert. Bourquin continue d'ouvrir ce marché. Mais avant tout, il y a aussi de la concurrence entre nous tous et je pense que si on fait bien son travail, eh bien, un courtier de crédit doit pouvoir proposer, grâce à ses partenariats avec les banques, mais aussi avec les assurances, une offre packagée et complète. Et le courtier de crédit ne doit pas oublier qu'il est aussi en concurrence sur ces sujets et qu'à lui aussi de jouer sa carte là-dessus. Il s'agit aussi de son devoir de conseil, puisqu'on était dans le devoir de conseil tout à l'heure. Alors oui, effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les banques ne nous aident pas beaucoup sur ce marché-là. Alors après, nous, ce qu'on a beaucoup développé chez Utwin, alors qui vaut peut-être plus pour des courtiers en assurance que des courtiers en crédit, et encore par rapport à ce qu'on disait avant, vous avez aussi des clients que vous n'avez pas réussi à capter sur le crédit et pour lequel, du coup, vous pouvez faire jouer la loi Hamon derrière. On a chez nous développé, bon déjà on a digitalisé et automatisé tout le process de substitution auprès des banques, mais surtout on a quelqu'un au-delà du digital qui va accompagner les clients, qui va accompagner son courtier pour faire accepter la délégation. Et donc c'est une personne qui aujourd'hui chez nous est en direct avec les banques, va savoir discuter, modifier des garanties, des dates d'effet, etc. Et ce qui fait que sur les taux de refus qu'on peut avoir, on arrive à en récupérer aujourd'hui 95% des dossiers qui nous sont soumis. Donc voilà, donc là c'est vraiment, on parlait de service tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place et qui permet pour vous de vous aider dans la concrétisation de ces dossiers quand il y a des banques un peu réfractaires en face. Oui, effectivement, donc on est un petit peu bloqué aujourd'hui par les prêteurs qui veulent proposer évidemment leur assurance groupe. On s'aperçoit quand même chez Assuréa que 20% des souscriptions aujourd'hui concernent la loi Hamon, l'amendement Bourquin. Donc ça prend de plus en plus d'ampleur. Les clients sont de plus en plus informés et n'hésitent pas, dans la plupart du temps, à accepter l'offre de la banque et ensuite de résilier la première année en loi Hamon. Alors le comportement, je pense, du client a changé, c'est-à-dire qu'avant, il essayait de se battre surtout pour passer une délégation d'assurance à l'adhésion. Et maintenant, depuis qu'il y a la loi Hamon, ça a un petit peu changé, c'est-à-dire qu'il se dit maintenant je vais laisser l'assurance groupe et je vais essayer de résilier ensuite, sauf que ça se complique parce que voilà, la banque va pas forcément répondre dans les 10 jours et surtout peut s'aligner souvent au niveau de la tarification, donc c'est ce qui se passe sur beaucoup de prêteurs. Donc les banques aujourd'hui conservent les clients, réduisent leurs marges et c'est à nous ici d'être ingénieux pour pouvoir augmenter le taux de délégation et puis rendre du pouvoir d'achat aux Français. Ce qu'on met en place chez nous, c'est un process automatique également de courrier recommandé qui part gratuitement pour le client donc à la banque, avec le certificat d'adhésion qui ne comporte pas les coordonnées du courtier, donc c'est quand même plus simple pour éviter de perdre ses mandats bancaires. Voilà, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça prend de l'ampleur. Mais effectivement, on est plus d'acteurs aujourd'hui qu'à l'époque. Donc c'est bien pour les assurés. Cela dit, on est un petit peu aujourd'hui verrouillé de la même manière, mais ça passe aussi par vous, courtier en crédit, dans vos négociations avec les banques, selon les dossiers, de pouvoir aussi transformer l'essai ou leur apporter des solutions sur des dossiers hors normes avec un échange de bons procédés. Bon, ta question, c'est une question polémique, alors on va polémiquer. Hein. Allons-y, Emmanuel. Non, on va pas se mentir là aussi. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a un équilibre qui s'installe entre les assurances des banques et les assurances déléguées. Pourcentage allant de 90-10 à en ce moment 83-17 ou 84-16 ou 85-15. Bon. Toujours est-il que, comme disait Maître Denis, c'est aberrant de voir que 85% d'un marché est détenu par des gens qui font payer 2 fois plus cher que ceux qui le détiennent qu'à 15%. Voilà, c'est aberrant. Alors, nous, on pense chez AFISK qu'il faut se battre à la souscription. C'est là que vous remporterez des batailles, à la souscription. Il faut absolument que vous, courtiers, alors si vous ne vous battez pas, moi l'an prochain je ne serai plus là. Voilà,
Je serai ailleurs, tant pis, j'irai dans une banque. Si vous ne vous battez pas à la souscription, ça va être un peu compliqué parce que vous n'allez pas vous battre sur un Montbourquin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même sans en faire, vous êtes privé de mandat par vos banques parfois, hein, qui allègrement suppriment votre mandat. Donc à Montbourquin, on pense que c'est bien aussi, c'est bien, le législateur a eu raison. Hein. C'était bien de faire ça, mais ça prend pas trop. Alors ça prend, oui, parfois, hein, de façon... voilà, chez toi, hein, ça prend un petit peu, d'autres, voilà. Nous, on a monté un service de 3 personnes qui rend ce service-là aux courtiers. Hein, donc, si vous avez un portefeuille que vous voulez travailler. Maintenant, on ne fait pas ça pour tous les courtiers, mais on pense que la souscription, c'est le cœur même de votre métier. Si vous n'arrivez pas à conquérir, vous, des parts de marché, vous, courtiers en crédit dans vos régions, dans vos villes, sur vos marchés, ça va être très très compliqué. Ce n'est pas Montbourquin qui va sauver le marché. Donc, essayez de le faire à la souscription. Et puis, moi, je voudrais quand même apporter une note d'optimisme. Je pense que jamais, en 15 ans, on a autant parlé de l'assurance de prêt déléguée. Il commence à y avoir des publicités, il commence à y avoir des publications, il commence à y avoir des choses sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je pense que tout ça, c'est une dynamique qui, ne l'oublions pas, est orienté client, c'est-à-dire c'est le client au bout du compte qui va s'y retrouver, qui va dire non mais attendez, moi je ne peux plus payer 80 € alors que là ça coûte 40 € et je suis garanti pareil. Donc j'ai confiance aux clients, j'ai confiance en vous courtiers pour relayer ça et pour gagner des parts de marché avec eux. Et puis j'ai envie de dire bonne chance dans cet équilibre, mais on sera là nous pour vous donner des conseils. Jean-Hubert, pour conclure sur ce sujet. Oui, alors moi je pense que je suis un petit peu optimiste aussi. L'année dernière, le marché du crédit, c'était 270 milliards. Cette année, ça va être un petit peu plus de 200 milliards d'euros. Ce qu'on voit, c'est que même quand le marché se tarit un peu, la position en fait, du courtage en crédit continue de grignoter année après année en fait, des parts de marché sur la façon de distribuer le crédit en France. Donc ça veut dire que je pense que cette dynamique-là, elle est quand même bonne. Vos amis banquiers ont besoin de vous. Dans la même période, ce qu'on commence quand même à voir, c'est que, je suis d'accord avec ce qui a été dit, certains réseaux bancaires commencent à soit se retirer complètement en fait, de la distribution du crédit. D'autres ne se retirent pas, mais par contre commencent à être pointilleux, voire tatillons, sur le fait de vérifier que votre mandataire qui fait l'offre est bien rattaché effectivement à la convention qui a été signée par l'agence qui apporte en fait, le dossier de crédit, ce qui n'existait pas. Donc pour moi, le prochain piège dans lequel il va falloir être prudent, c'est de voir comment en fait, le courtage en crédit doit se protéger, entre guillemets, d'avoir en fait, cette relation dans la façon dont les conventions sont signées, pilotées, et dans lequel vos habilitations de travailler restent à peu près cohérentes pour que vous puissiez travailler et continuer de faire des parts de marché. Et puis après, pour finir sur, pareil, sur une note en fait, positive, le marché de l'immobilier cette année va être record, hein, vous l'entendez, le million de transactions en fait, sur 12 mois glissants va être fait. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est quand même la première fois où en fait, on commence à mesurer en fait, la performance du marché immobilier de juillet à juillet pour raconter que le cap des millions de transactions va être fait. Sachant que comme le marché de l'immobilier, on construit de moins en moins, vous voyez ce qui va arriver. Donc pour récapituler, dans les 2 ans qui viennent, les taux vont être bas. Nos amis banquiers sont moins doués que vous pour faire en fait, de l'acquisition de nouveaux clients. Ça, c'est là-dessus que vous êtes des stars incontestables. Personne ne pourra le faire aussi bien que vous. Et nos amis banquiers ont besoin de continuer à faire de la croissance de collecte. Donc je pense que de toute façon, vous avez encore de beaux jours de dynamique devant vous. Et puis enfin, là où je te rejoins, c'est que sur le courtage en crédit, on voit des écarts types sur le taux de délégation qui sont, de mon point de vue, à travailler. Certains d'entre vous ont beaucoup de mal à faire passer des conventions, notamment quand vous vous lancez. Et certains d'entre vous qui font le même métier, au bout de quelques années, arrivent à avoir 40% d'acceptation de délégation d'assurance. Donc pour moi, tout ça, évidemment, on va les accompagner là-dessus, puisque, vous voyez, là, on n'est qu'une petite partie du marché, hein, même si on est déjà nombreux. Hein, mais comme on bouge tous pour vous accompagner, je pense qu'avec nous, ils ont de beaux jours devant eux. C'est vrai, merci pour cette belle conclusion. Optimiste, même si on le voit, le chemin est encore long vis-à-vis des relations avec nos amis banquiers.
Merci à tous les 7. J'imagine il y a sans doute des questions dans le public. Je crois qu'il y a un micro qui est prêt à circuler. Voilà. Qui aurait une question? Je suis sûr qu'il y en a. Il faut passer à la deuxième question. Ah, ouais, directement la deuxième question. Est-ce que quelqu'un a une deuxième question? Ou est-ce Christophe Boichet. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas courtier, mais assureur, lui aussi. Si, je suis courtier. Oui, je te taquine, Christophe. Je voulais savoir, en matière de challenges commerciaux, de rémunération, comment vous vous êtes adapté par rapport à DDA? Est-ce que DDA a une implication sur les challenges commerciaux que vous pouvez faire et la rémunération aussi que vous nous apportez? Je commence. Entendu? Ouais. La rémunération de DDA, comment on adapte les challenges commerciaux. Alors, en 2 secondes, pour que tout le monde puisse s'exprimer, sur les impacts de rémunération, nous, globalement, tout est très rationalisé et globalement, il n'y a pas beaucoup d'écart à obtenir en fait entre les plus gros et les plus petits distributeurs. Donc, ça veut dire que c'est très normalisé. Et sur les challenges, là où nous avons changé, c'est vrai, c'est que maintenant, les challenges sont de toute façon sur des périodes plus longues qu'avant. C'est-à-dire que de temps en temps, vous pouviez avoir des challenges sur 8 à 10 semaines. Maintenant, ça n'existe plus. Les challenges sont au moins sur un quadrimestre, voire sur une période plus longue, pour pouvoir au moins certifier que la pression commerciale, vous avez tous bien compris ce dont je veux parler, n'influe quand même pas de façon immédiate la façon de mettre en avant une offre versus une autre. Et pour pouvoir vous laisser le piloter dans la durée, je pense qu'il faut qu'on soit prudent là-dessus. En tout cas, nous, on l'est. Je pense que la profession doit être prudente là-dessus. Donc, on allonge la période. Mais on continue de faire des challenges, Christophe. Mais par contre, c'est vrai qu'on met peut-être moins de pression immédiate sur l'atteinte du résultat. Alors nous, on s'est adapté aussi en mettant des critères qualitatifs, pas que quantitatifs, sur le volume. Donc on a certains critères de complétude du dossier notamment, ou le taux de chute, etc., qui rentrent en compte. Donc on a dû s'adapter à la DDA avec ces critères qualitatifs. Après, on lance aujourd'hui un programme spécifique d'incentive qui va concerner toute l'année, c'est-à-dire que les partenaires qui travailleront régulièrement avec nous cumuleront des points et pourront avoir de jolis cadeaux en fin d'année, choisir dans une gamme assez large le fait d'être récompensés en fonction de leur fidélité avec Assuréa. Voilà, donc principalement des critères qualitatifs qui viennent compléter le quantitatif pour être DDA compatible. Très bien, merci pour ces précisions. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? C'est bon? Alors, autre question peut-être dans le public. Ah, une question derrière. Allez-y, on vous écoute. Oui, je suis courtier en prêt immobilier. Nous connaissons tous la chute des taux actuels. Vous entendez là? Oui. Bon. Donc, nous connaissons tous la chute des taux actuels. Comment les banques vont percevoir le fait qu'un courtier, de plus en plus, lui demande de faire des délégations d'assurance, ce qui, d'une certaine manière, va ôter le pain de la bouche de nos amis banquiers? Vincent. Alors, sans faire de cours d'économie, parce que vous serez tous meilleurs que moi là-dessus, l'important, ce n'est pas forcément le taux, c'est la différence entre le montant. Voilà. Bon, en regardant les comptes des banques sur les dernières années, en regardant les bureaux de caisse régionales qu'ils mettent en place, j'ai le sentiment qu'ils vont plutôt bien, en tout cas mieux que nous. On va très bien, mais je pense qu'ils vont très très bien. Donc voilà, à côté aussi, il y a toute une logique de vente additionnelle qu'ils n'avaient pas avant. Avant, une banque vendait que du crédit. Aujourd'hui, ils vendent des alarmes, plein de choses. Donc ils ont une marge en fait sur d'autres produits. Le crédit est un moyen de capter le client, quitte à avoir moins de marge sur cette partie-là et de gagner sur plein d'autres produits. Donc le modèle économique, clairement, enfin, sans connaître le détail exactement, mais je pense que financièrement, les banques se retrouvent très très bien. C'est juste. Ça semble pérenne, quoi. Ah oui, enfin, il semble. De toute façon, elles sont très contrôlées, donc si elles ne l'étaient pas, on le saurait. Donc. Oui, on a parlé depuis tout à l'heure du partenariat qui peut exister justement entre le courtier de crédit et la banque et le courtier de crédit et l'assurance. Je pense que le courtier de crédit est réellement là l'antichambre
de la possibilité de faire entrer vraiment des dossiers de qualité avec des clients de qualité. Et je crois qu'on a aussi souligné que le courtier de crédit était en première ligne pour pouvoir vraiment aller chercher des clients que la banque ne sait pas forcément aller chercher, amener ces clients aux banquiers et sachez leur démontrer que par la qualité des dossiers que vous amenez aussi un dossier complet dans lequel vous aussi vous avez votre devoir complet et votre métier à faire. Donc je crois que vraiment sur la qualité du dossier de crédit, il y a la carte à jouer pour le courtier de crédit avec la banque. Merci. Merci. Ça répondait bien à ma question. Hein. Ça répond tout à fait. Bon, super. Ah, pardon. Oui, monsieur. Emmanuel. Ce que vous dites est fondamental. On n'a jamais eu autant de difficultés aujourd'hui à faire admettre une délégation d'assurance pour cette raison-là. Pour la raison que vous indiquez. Les taux sont bas. Les banquiers, quand même, veulent marger. Quel que soit le produit qu'ils ont, quel que soit le produit qu'ils vendent, ils veulent marger. Comme nous, hein, on n'est pas différents d'eux. D'accord ? Donc ils veulent marger. Donc il faut absolument qu'ils gagnent de l'argent sur l'assurance de prêt aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a une bataille féroce en ce moment, mais féroce sur le terrain, sur les terrains des courtiers en crédit, etc., pour que ces gens-là gagnent cette bataille et ne concèdent absolument aucune part de marché. Alors, à telle enseigne que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des banques qui se lancent dans un crédit avec assurance, avec mensualité, où on inclut le crédit, la mensualité du crédit et la mensualité de l'assurance. Tout est opaque. C'est un pack. Le pack, je rembourse mon capital, je rembourse mes intérêts, je rembourse et je paye mon assurance. Tout ça, c'est calculé sur une mensualité de 1 000 € pendant 25 ans. Et donc la difficulté qu'on va avoir demain avec ces nouveaux crédits, c'est de dissocier. Impossible de dissocier. Ça va être très compliqué, il va falloir faire intervenir des actuaires et les banquiers ne vont absolument pas vouloir puisqu'ils vont casser en même temps le crédit, etc. Donc ça va être très compliqué à l'avenir si on voit ce genre de prêt apparaître à foison. Mais est-ce que ce sera d'un point de vue juridique légal, viable? S'ils le lancent, c'est que je pense que la banque à laquelle je pense a probablement autant, voire plus de juristes que je n'ai de salariés dans ma compagnie d'assurance. Je n'ai pas cité le nom de la BPCE. Pardon. Non mais vous avez raison, monsieur. Merci. Autre question, monsieur. J'apporte juste une précision sur ce que vous venez d'évoquer ensemble. Vous parliez des nouveaux prêts, en fait, des nouvelles assurances qui sont dans les banques calculées sur le capital restant dû à mensualité constante. Voilà, parce que le système des mensualités à 1 000 € avec assurance sur le capital initial existe depuis très longtemps, comme vous le savez. C'est pas ça que je voulais évoquer. Je voulais évoquer le fait que vous savez très bien que vous remboursez un peu plus d'intérêt au début et un peu moins à la fin. Et en assurance, effectivement, vous n'êtes pas censé ignorer qu'on a tous adopté un système qui est un système de courbe, de prime d'assurance. C'est-à-dire qu'on considère que les dernières années d'un prêt bancaire, en théorie, vous aurez déjà vendu votre maison, en acheté une autre et vous aurez résilié votre contrat d'assurance. C'est pourquoi les primes les moins chères, on les fait payer au début et les primes les plus chères à la fin, en assurance. Même si y a des questions d'âge dessus. Donc tout ça va être lissé absolument sur des capitaux restants dus. On va calculer nous la prime d'assurance et ensuite on va l'intégrer, mais ça va être lissé à l'intérieur et vous ne pourrez absolument pas voir combien vous payez d'assurance. Mais vous paierez plus cher d'assurance, ça c'est certain. On est d'accord. Moi, ma question concernait le secret médical en fait. Parce qu'on a un métier fantastique où les clients se livrent à nous, nous font confiance. Et pour ceux qui ont hélas des antécédents médicaux, eh ben, ils aiment nous en parler. Moi je le constate, ils ont envie de nous en parler, ils ont envie qu'on leur aide grâce à nos expériences précédentes. Et on a un cadre réglementaire encore assez flou à mon sens, où on ne peut pas communiquer là-dessus. Par exemple, si on utilise un comparateur d'assurance comme certains le font autour de la table, on n'a pas le droit de dire que notre client a tel antécédent médical alors que le préciser d'entrée de jeu ferait gagner un temps fou. Voilà, en fait, moi, ma question, c'est sur le secret médical. Comment on peut
respecter le droit lié à cela et tout en aidant un maximum le client? Je pense que la solution, c'est que vous, intermédiaire d'assurance, vous ne soyez absolument pas impliqué, zéro implication. C'est-à-dire c'est une relation entre un client et une compagnie d'assurance, entre un client et un médecin de compagnie. Et pour ça, on est tous là devant vous en vous disant que le digital, c'est ce qui résoudra ce malaise que vous avez. Mais bien évidemment que ça existe. Depuis Bellorget, il y a ce phénomène-là. Et comme vous êtes des gens de proximité qui travaillez avec des clients de proximité, vous ne pouvez pas dire stop, ne m'en dis pas plus, je ne vais rien écrire, etc. Donc c'est très malaisant comme situation. Mais avec le digital, on va pouvoir résoudre ça. Il n'y a aucun problème. Nous, c'est déjà fait et je pense que tous les autres, il y en a plein qui suivent et qui sont déjà dedans aussi. Donc rassurez-vous. Christophe. Oui, je suis d'accord avec ce qui est dit. On a parlé de digital tout à l'heure, moi j'en ai parlé un petit peu. Le digital, ça sécurise les choses. C'est un parcours dans lequel le client est invité au travers d'un identifiant, d'un mot de passe, à venir sécuriser ses réponses, à rester dans une relation bilatérale et complètement fermée entre lui et le service médical. Donc ça résout complètement votre problème et en effet, là je crois que votre devoir de conseil n'est pas impacté puisque c'est une relation directement en effet entre l'assuré et la compagnie d'assurance qui va pouvoir lui poser des questions, lui effectuer des demandes complémentaires avec des examens médicaux supplémentaires et vous connaissez le système, tout est balisé, tout est sécurisé, aucun problème. Je pense que là le digital, s'il y a une révolution qui a été faite dans l'ADE et dans la prévoyance en général, c'est bien sur le secret médical. Oui, et puis je pense qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que en tout cas chez nous, mais je pense que chez d'autres aussi, c'est fait, c'est que si vous avez poussé une offre et que derrière votre client n'était pas accepté sur cette offre-là, en tout cas chez nous, on a plusieurs réassureurs, on va le basculer sur une autre offre où il va être accepté. Donc du coup, c'est à la fois le digital mixé aux équipes de tarification des risques qui sont expertes dans toutes les sociétés, qui vont faire que vous n'avez rien à savoir et on fera vraiment au mieux pour trouver une solution pour votre client, notamment quand il y a des risques aggravés. Il est vrai que le sujet, c'est les risques hors normes. Quand vous avez quelqu'un, nous souvent des courtiers nous appellent en nous disant, voilà, allô Nicolas, j'ai un client qui a du diabète, est-ce que tu le prends? Voilà, je ne peux pas répondre, je ne suis pas médecin et puis il faut un dossier complet. Et c'est vrai qu'on sait tous faire aujourd'hui ici de la tarification. On a des outils digitaux et des questionnaires médicaux dynamiques. C'est-à-dire que quand l'assuré remplit en ligne son questionnaire de santé, même en cas de réponse positive, il y a d'autres questions qui vont s'afficher et dans plus de 80% des cas, il peut avoir éventuellement une proposition tarifaire ou un bon pour accord. Cela dit, quand le client vous en parle tout de suite, immédiatement, c'est vrai qu'on s'est posé la question longtemps pour trouver la meilleure solution parce que remplir plusieurs dossiers d'adhésion de différentes compagnies, c'est pas évident pour essayer de trouver une solution, malgré effectivement aussi la convention ERAS qui est en place depuis quelques années. Et nous, le sujet, ça a été d'apporter ce service de comparaison sur différents porteurs de risques pour vous éviter, vous courtiers, d'être perdu et de faire compléter aux clients plusieurs dossiers d'adhésion. Voilà. Sans rentrer dans le détail du médical, vous pouvez délester toute cette partie-là en disant au client que son dossier va être étudié sur plusieurs porteurs de risques et qu'éventuellement, il trouvera une solution et ça lui évitera de perdre du temps, d'avoir plusieurs demandes de compléments d'information aussi émanant de différentes compagnies. Voilà, c'était un peu pour nous l'objectif de répondre à ces dossiers hors normes. Reynald, pour conclure sur cette question. Oui, par rapport à ces risques hors normes, je pense que le risque que vous évoquez dans votre question, c'est de dire, bon, il va faire un parcours là, du combattant sur un comparateur. Sincèrement, je pense que quelqu'un qui se sait atteint d'une pathologie particulière, je ne pense pas que ce soit le canal privilégié, le comparateur. Enfin, je veux dire, et moi, le simple conseil à lui donner, c'est simplement de l'orienter vers des compagnies. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas pléthore, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont reconnues sur le marché sur le risque aggravé, et c'est de l'orienter beaucoup plus directement vers un spécialiste du risque aggravé. Et là, en effet, la relation va être une relation bilatérale entre lui et la compagnie et les services médicaux, bien évidemment, de la compagnie, évitant bien sûr toutes les dérives liées au secret médical. Merci. Une dernière question, peut-être, ou deux dernières questions. Allez.
Monsieur. Excusez-moi, je reviens sur le sujet de la délégation. Comment est-ce que vous avez un syndicat qui pourrait éventuellement faire du lobbying auprès de... Vous m'entendez? Je crois deviner la question de monsieur, c'est en gros, est-ce que... Comment forcer le législateur à imposer des comparatifs d'assurance, puisque nous, on est censé, en tant que courtier, présenter plusieurs solutions de crédit à nos clients. La législation l'impose. Est-ce qu'on ne peut pas faire de même avec votre syndicat, essayer de forcer les choses pour présenter plusieurs solutions d'assurance à nos clients? Imposer cela aux banques. Quels sont les leviers que vous avez, si vous en avez? Jean-Hubert d'April. Alors, on a un souci en fait sur le courtage. C'est que vous l'avez vu hein, sur les 2-3 dernières années, les syndicats professionnels, que ce soit Planète Courtier, la CSCA et les autres, on a quand même pas mal de mal en fait à faire adhérer un nombre de courtiers maximum pour avoir une représentativité en fait professionnelle. Donc là-dessus, la question est bonne, mais je vais être obligé de vous renvoyer en fait le ballon, parce que pour que nous puissions avoir plus de légitimité encore à aller faire du lobbying, entendez qu'il y a du lobbying qui est fait, hein, d'accord ? Indépendamment des syndicats professionnels, comme au moment de la PAC. Au moment de la PAC, un certain nombre d'entre nous ont été partie prenante pour aller défendre les intérêts du courtage, et on a eu gain de cause, donc on continue de faire ces actions-là. Mais le petit clin d'œil, c'est que sur le courtage, c'est une magnifique profession qui doit encore continuer de s'agglomérer, et plus les syndicats auront la capacité de vous avoir nombreux en tant qu'adhérents, plus ça sera facile de le faire. N'oubliez pas qu'il y a des discussions aujourd'hui qui continuent d'avoir lieu sur voilà, l'impact de la profession, la désintermédiation, des syndicats en fait désignés, etc. Et que là-dessus aussi, moi je vous invite à prendre un peu le temps de regarder ce qui est en train de se passer et de défendre les intérêts de votre profession. Nous, derrière, je pense que nous tous, on fait le job en arrière-plan. Aidez-nous à monter le niveau de vigilance. Merci Jean-Hubert. On prend une dernière question. Bonjour, Seine Courtage, courtier en Normandie. On le voit donc passer les délégations, c'est un combat quotidien. Les banques sont capables de décoter de manière assez importante leur assurance groupe pour conserver l'assurance, jusqu'à 40, 50% parfois. Et il y a une tendance qui se dégage aussi, c'est que les banques montent leur propre service de délégation en interne. Je pense à la BRED, je pense au Crédit du Nord. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance qui va continuer à se développer, d'autant plus qu'elles font appel à des produits de marché ou voire même à des courtiers grossistes? Donc quelque part, elles font appel aux mêmes fournisseurs que nous, dans certains cas. Voilà. Une très belle question. Qui souhaite... Ça oui, c'est effectivement, comme dit Jean-Hubert, oui, c'est une question très polémique. Qui se lance? Nicolas. Oui, effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus les banques proposent, en plus de leur assurance groupe, des offres alternatives avec des contrats individuels. Donc elles sont alliées à certains centres de gestion ou à certains courtiers grossistes, effectivement. Mais ces propositions sont faites uniquement quand il faut aller sur du défensif. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on va proposer au client l'assurance groupe. Donc le client, je pense, n'est pas dupe aujourd'hui. Et c'est aussi un travail que vous avez, vous, d'expliquer au client que, eh bien, notamment dans le cas des résiliations Hamon et Bourquin, la banque risque de revenir vers lui pour lui proposer un tarif similaire. C'est-à-dire que voilà, ce tarif aurait pu être proposé peut-être immédiatement à l'adhésion par la banque, ce qui n'a pas été fait. Et donc le client a payé pendant plusieurs mois ou plusieurs années un tarif très élevé, alors qu'il aurait pu souscrire immédiatement une délégation d'assurance à garantie équivalente. Et donc il faut aussi avoir ce travail pédagogique, je pense, vis-à-vis du client, pour lui expliquer que le banquier aurait pu lui faire cette offre-là immédiatement. Mais effectivement, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des contre-propositions tarifaires qui sont faites. Après, malgré les critères du CCSF, où on est sur des garanties équivalentes, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement calées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se différencier sur la couverture des sports à risque, avec moins d'exclusion, ou sur des paiements de prestations tels que la garantie IPT qu'on va régler en capital plutôt qu'en rente. Donc on arrive à se différencier comme ça. Mais je pense que c'est un travail pédagogique pour vous, vis-à-vis de votre client.
Et n'oublions pas qu'il y a certains courtiers qui sont là depuis des années qui arrivent quand même à faire 30 à 40% de délégation d'assurance. Donc c'est qu'il y a matière quand même à conseiller votre client et à placer des délégations d'assurance. Merci Nicolas. Quelqu'un souhaite répondre? Christophe. Je partage un petit peu ce que dit Nicolas, mais c'est vrai que finalement, moi je reviens souvent aussi sur ces sujets. On parle encore une fois de devoir de conseil, de réglementation, mais le métier d'un courtier, c'est aussi un métier de conseil, c'est un métier de fidélisation, et je pense que finalement, vos clients ne viennent pas vous voir au hasard. À vous aussi de bien démontrer dans votre approche de conseil et dans la fidélisation que vous faites avec lui et que vous avez dans votre relation, lui montrer qu'il a fait le bon choix. Et je pense que là aussi, il y a toute une dominante de vente et de conseil qui, dans le bon sens du terme, qui existe avec le client et qui existe entre le client et son courtier. Merci. Rénal? Oui, non, juste pour aller dans le sens de mes collègues, je pense qu'en effet, il faut, tant que faire se peut, déplacer le sujet, de ne pas le laisser sur un strict plan financier, parce que là, je pense que la partie, elle va être difficile à gagner. En revanche, si vous mettez en avant d'autres atouts, Nicolas parlait des garanties, etc. Donc ça exige, c'est un peu plus exigeant comme démarche, parce que c'est vrai que c'est plus simple de comparer des prix, mais le prix peut aussi recouvrir des réalités différentes. Et je pense qu'en tant que courtier, et là on peut vous aider en cela, c'est aussi d'être capable de démonter, entre guillemets, le contrat du banquier, mettre le doigt sur certaines carences ou limites de garantie et mettre en avant des garanties de la concurrence qui sont meilleures. Donc il faut vraiment, à mon avis, décaler, essayer, tant que faire se peut, de ne pas rester sur le simple niveau de prix, parce que c'est vrai que là, la bataille sera difficile à gagner. Merci. Isem, ça répond à ta question? Super. Écoutez, il me reste à remercier donc nos sept invités du jour. Bien entendu, vous pouvez les retrouver chacun d'entre eux sur les stands au travers du salon. Merci de votre attention. Bon appétit.